Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur le purpura de l'enfant. Les objectifs de ce cours sont les suivants. Savoir reconnaître un purpura cliniquement, faire la différence avec d'autres lésions dermatologiques qui ressemblent au purpura, citer les éléments biologiques permettant d'en apprécier le mécanisme et comme troisième objectif, argumenter les principales hypothèses diagnostiques. Le plan de ce cours est fait comme suit. On va voir la sémiologie clinique. Ensuite, on va parler de la physiopathologie du purpura. On s'intéressera en troisième position à l'orientation diagnostique avec comme étape enquête étiologique, anamnestique, et après un examen physique bien adéquat, et ensuite à la recherche des étiologies. On terminera par la conduite à tenir devant le purpura de l'enfant. Dans l'introduction, la définition du purpura est une extravasation de sang dans le derme ou le tissu muqueux. Il peut être lié à un simple traumatisme ou peut être révélateur d'une pathologie sévère qui peut engager le pronostic vital. L'évaluation de l'examen clinique doit être minutieuse et précoce chez le patient. On doit d'abord observer les lésions cutanéo-muqueuses. Est-ce qu'on est devant des pétéchies, des ecchymoses, des nécroses ou des bulles hémorragiques? Le fait qu'il y ait de la nécrose et des bulles hémorragiques peut être révélateur d'une gravité, d'un diagnostic de gravité. On va s'intéresser à énumérer les lésions. Est-ce qu'on est devant des pétéchies ou des ecchymoses? Plus de sang, moins de sang pour les pétéchies, plus ou moins 5 pour les ecchymoses. On va aussi s'intéresser à la localisation de ces lésions purpuriques. Est-ce que le purpura est déclive? Est-ce qu'il intéresse les muqueuses? La palpation de la tache purpurique est très importante. Est-ce qu'elle a un caractère maculeux? Est-ce qu'elle est infiltrée dans la peau? Et enfin, le caractère qui est très très important pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique, c'est ce caractère rapidement extensif d'un purpura fébrile qui est évocateur d'un purpura fulminans. C'est une urgence thérapeutique. La sémiologie clinique du purpura. Deux lésions élémentaires sont bien distinctes dans le purpura. Il y a les pétéchies et les ecchymoses. Elles peuvent coexister chez le même patient porteur d'un purpura. La pétéchie, c'est une petite tache cutanée hémorragique de couleur rouge à violacée. Elle ne blanchit pas sous la pression avec le doigt ou avec du verre. Elle ne s'efface pas. C'est ça la caractéristique de l'examen clinique de la pétéchie. Les pétéchies sont dues à une infiltration de sang sous la peau. C'est en fait une hémorragie mineure induite par la rupture d'un capillaire sanguin. Vous voyez en bas des exemples, des photos qui montrent des pétéchies sur le visage, la photo du milieu, et sur d'autres parties du corps, comme celle de droite qui touche la main et l'avant-bras. Maintenant, les ecchymoses, ce sont des hémorragies intradermiques plus étendues, beaucoup plus grosses, autrement dit une extravasation sanguine dermique, et c'est une variété du purpura qui réalise de grosses taches de largeur variable avec des contours irréguliers. Vous voyez en bas que la couleur des ecchymoses varie selon l'instant d'installation de l'ecchymose. On a du violacé, on a du brun et du jaune verdâtre. C'est une ecchymose qui tend à disparaître, celle de droite. Sur le plan physiopathologique, on a deux cadres nosologiques. On a en fait deux genres de purpura. Un purpura
vasculaire et un purpura plaquettaire. Le purpura vasculaire est une rupture de l'intégrité vasculaire. Ça donne une fragilité vasculaire. Il est causé par des infections, par des maladies appelées vascularites ou tout simplement par un traumatisme. Le deuxième type de purpura, le purpura plaquettaire, est une anomalie de l'hémostase. On assiste soit à une thrombopénie, soit à une anomalie des fonctions plaquettaires. Dans ce purpura plaquettaire, on a deux types de déficits. Soit qu'il est quantitatif, et là on parlera de thrombopénie, soit qu'il est qualitatif, on parlera de purpura thrombopathique. Maintenant, on va parler de l'orientation diagnostique devant un purpura de l'enfant. On va d'abord faire, pour poser un diagnostic, on va d'abord faire une enquête étiologique. D'abord, on commence par l'anamnèse. L'interrogatoire, on va rechercher des antécédents personnels ou familiaux à type de thrombopénie, de thrombopathie constitutionnelle. On doit rechercher aussi des maladies qui existent peut-être dans la famille, qui sont déjà connues, comme certaines pathologies dysimmunitaires, le lupus, la thyroïdite par exemple. On va aussi s'intéresser au terrain. Est-ce qu'on est devant un enfant plus jeune? Est-ce qu'il est grand? Il est de quel sexe? De quelle origine ethnique? Est-ce qu'il existe des épisodes antérieurs de signes hémorragiques? Est-ce que cet enfant a déjà présenté des traumatismes? Est-ce qu'il a subi des interventions chirurgicales? Est-ce que cet enfant a fait des bilans type numération de formules sanguines? S'il a déjà fait des bilans, on va s'intéresser à la lire et retrouver des anomalies. Par exemple, on peut retrouver des thrombopénies qui se sont passées inaperçues. L'existence d'un contexte particulier est aussi bonne à savoir. Par exemple, l'infection virale, un comptage infectieux, un séjour dans un pays à l'étranger par rapport au paludisme, par exemple, une prise médicamenteuse. Certains médicaments peuvent donner des purpuras. Et on va s'intéresser aussi au statut vaccinal. Est-ce que cet enfant a fait ces vaccins? Est-ce qu'il a reçu un vaccin antipneumococcique ou antiméningococcique? Est-ce qu'il a fait un vaccin récemment, le ROR, le vaccin anti-rougeole, auréan, rubéole? Ce vaccin est connu pour donner quelques effets secondaires chez certains enfants, pas une grande partie, quelques enfants qui peuvent développer un purpura suite au vaccin. Pour ce qui est de l'examen physique, on doit chercher certains signes cliniques. La fièvre, par exemple, c'est un élément important. On doit savoir si on est devant un purpura fébrile ou un purpura non fébrile. Ça nous aidera dans la discussion diagnostique, dans la recherche. Certaines maladies se manifestent avec de la fièvre et d'autres non. Les hémorragies extériorisées, est-ce que notre enfant a fait un syndrome hémorragique extériorisé comme l'épistaxis ou non, comme des signes comme des céphalées, des douleurs abdominales. Une altération de l'état général, des douleurs osseuses, des arthralgies, des vomissements peuvent être des signes dans le tableau clinique d'une leucémie par exemple. Accompagné de purpura, ça peut nous orienter vers la recherche d'une leucémie. Certains signes orientent vers des étiologies bien précises comme les infections en cours, un syndrome tumoral, la diarrhée, l'hypertension artérielle, les anomalies articulaires. Tout cela, on va le voir dans la discussion diagnostique où vous allez retrouver certains signes dans des pathologies bien précises. Maintenant, quelles sont les étiologies de ces purpuras? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut discuter avec est-ce qu'il y a de la fièvre, est-ce qu'il n'y a pas de fièvre. On commence d'abord par les purpuras fébriles. C'est une entité particulière. Les purpuras fébriles sont d'origine infectieuse. Ils peuvent représenter des urgences vitales quand il s'agit, comme je vous ai dit, de la forme la plus grave qui est le purpura fulminans d'origine méningococcémique.
Ce purpura fulminans est le premier diagnostic à évoquer devant un purpura fébrile de moins de 12 heures. L'examen clinique et la biologie peuvent être rassurants au début, mais il faut faire attention, penser à un purpura fulminans devant tout purpura fébrile de quelques heures. C'est une forme grave, parfois mortelle, avec un sepsis sévère. C'est une infection à méningocoque ou à pneumocoque essentiellement. Il faudrait rechercher des signes d'état de choc comme la tachycardie, l'allongement du temps de recoloration qui est supérieur à 3 secondes, des marbrures, l'existence de poux filants et de troubles de conscience, la cyanose et l'oligurie. Le caractère, je le répète, le caractère extensif de ce purpura est un signe d'appel, de diagnostic rapide et de prise en charge imminente. Dans le purpura fulminans, l'hémoculture est indispensable au moindre doute. Dès qu'on perçoit une extension rapide de pétéchie, on fait une hémoculture. Mais malheureusement, dans certains cas, l'hémoculture est négative au début. Dans ce cas-là, on doit faire des biopsies des lésions au niveau du purpura échymotique ou nécrotique à la recherche de ce germe qui est le méningocoque. Le purpura fulminans est une urgence diagnostique et thérapeutique. Dès qu'on pense à un purpura fulminans, on le traite. Ça nécessite une administration d'une première dose rapidement d'une céphalosporine de 3e génération, soit en intramusculaire, soit en intraveineux, à la dose de 50 mg/kg de céphotaxime, avec un remplissage vasculaire par des solutés et un transfert immédiat vers une unité de réanimation. Vous voyez les images en bas qui témoignent dans l'image du milieu d'un enfant qui paraît plus ou moins bien avec son purpura, mais facilement qui peut basculer dans l'état où est l'enfant de l'image de gauche vers un état vraiment grave en réanimation. Les autres purpura infectieux, ce sont la grande majorité bénins, ils sont d'origine virale dans la majorité des cas. On a aussi la varicelle qui peut se manifester par un purpura fébrile, mais aussi n'oublions pas qu'il y a des purpuras d'origine bactérienne qui ne sont pas purpura fulminans. Il s'agit là de germes tels que le streptocoque du groupe bêta, le pneumocoque, le staphylocoque doré, par exemple. Il faudrait y penser et chercher le germe particulier. La surveillance de ces purpuras fébriles et donc infectieux se fera toujours en unité d'urgence ou en unité d'hospitalisation de courte durée. Le transfert en réanimation doit être toujours prêt et un bilan systématique doit être fait devant ces purpuras infectieux, notamment la numération de formules sanguines, la CRP, la procalcitonine qui est un paramètre qui nous dit est-ce qu'on est devant une infection bactérienne ou pas, et l'hémostase dans le cadre du sepsis. On va chercher si le TP ou le TCK sont perturbés. Ne nous sommes pas devant un purpura fébrile, il faudrait penser aux purpura qui ne sont pas fébriles et en premier lieu le purpura rhumatoïde. Le purpura rhumatoïde ou appelé maladie d'Enoch-Schönlein est une vascularite systémique des petits vaisseaux qui voit déposer des complexes humains à base de complexes humains d'immunoglobuline A. Ce diagnostic repose sur une triade qui est le purpura qui doit être symétrique, vasculaire et déclive, c'est-à-dire aux parties déclives, soit au niveau des pieds, on appelle ça un purpura en chaussette, soit au niveau des mains et on appellera ça un purpura en gants. On a aussi des manifestations articulaires, symétriques et inconstantes. L'enfant peut nous dire qu'il a des douleurs articulaires
et il peut manifester aussi des douleurs abdominales qui peuvent parfois manquer. L'atteinte rénale dans le purpura rhumatoïde doit être recherchée. On recherche toujours avec la bandelette urinaire et on doit surveiller l'état des reins. Même si le purpura rhumatoïde cliniquement est parti, on doit toujours surveiller la fonction rénale avec une bandelette urinaire dans les contrôles cliniques du patient. Voici les images d'un purpura rhumatoïde. Vous voyez que ça touche les parties déclives. Il peut être un purpura vert violacé ou ça peut être même un petit peu rouge vif. Il est confondu discrètement avec des œdèmes. C'est un purpura où on trouve des œdèmes au niveau des parties déclives et c'est un purpura dès qu'on le met au repos. Normalement, l'évolution est favorable. Le purpura mécanique, il est fréquent, il est très fréquent chez l'enfant, notamment en périorbitaire. Dès que les nourrissons font des efforts de vomissement ou de toux, on peut voir apparaître des pétéchies autour des yeux. On peut aussi le voir, ce purpura mécanique, quand on met un garrot autour du membre pour chercher une voie veineuse. C'est un purpura par compression. On peut avoir cette atteinte, si elle est sous-diaphragmatique ou déclive, ça doit nous faire penser à autre chose. On ne doit pas dire que c'est mécanique quand c'est sous-diaphragmatique. Il y a le purpura d'origine médicamenteuse. Ce purpura apparaît après une prise d'anti-agrégants plaquettaires, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou tout simplement de l'aspirine. Cette notion de prise médicamenteuse doit être recherchée dans notre interrogatoire et si elle est présente, on doit penser à cette origine. En cas de thrombopénie associée, il y a d'autres bilans à faire. Quand la thrombopénie existe, on peut penser à ce que le purpura soit un purpura thrombopénique idiopathique. Ce purpura thrombopénique idiopathique est un diagnostic d'élimination. C'est un diagnostic d'élimination parce que vous allez voir par la suite qu'il y a d'autres causes des purpuras thrombopéniques. Ce purpura thrombopénique immunologique est un trouble auto-immun de la coagulation. Il est caractérisé par l'existence d'une thrombopénie isolée. Les plaquettes sont effondrées. Ça n'est pas expliqué, ce phénomène n'est pas expliqué par la présence d'une maladie bien diagnostiquée. Il est dû à une destruction périphérique des plaquettes dans le cadre d'un processus auto-immun par la présence d'auto-anticorps AAC. Une autre pathologie qu'on peut retrouver expliquant ce purpura, c'est les microangiopathies thrombotiques. C'est la présence de thrombose dans des petits vaisseaux, principalement représentés en pédiatrie par le syndrome hémolytique et urémique, appelé SHU. Il associe une anémie hémolytique mécanique avec au frottis de sang périphérique la présence de schizocytes, une thrombopénie de consommation, une insuffisance rénale avec protéinurie et parfois des signes d'ischémie multiviscérale. Vous voyez ici sur ce frottis, sur cette image de frottis de sang périphérique, les petits bouts de globules rouges cassés, ce sont les schizocytes, que si l'examinateur les retrouve, il nous indiquera la présence de schizocytes et ça nous aidera dans le diagnostic du syndrome hémolytique et urémique. La prise en charge doit être coordonnée avec un néphropédiatre référent. Autre cause des thrombopénies périphériques, l'hypersplénisme. On le retrouve dans le cas d'une maladie hépatique qui a évolué dans le temps, où on retrouve des enfants avec une augmentation de la taille du foie,
par leur maladie hépatique, mais aussi une augmentation de la rate. Ces thrombopénies périphériques, on les retrouve aussi dans le cadre de la coagulation intravasculaire disséminée par consommation des plaquettes. Le purpura sur thrombopénie centrale, c'est l'analyse du médulogramme qui va nous donner le diagnostic. L'analyse cytologique du frottis médulaire va nous dire qu'il y a une absence de mégacaryocytes. Les mégacaryocytes, ce sont les cellules qui vont créer les plaquettes. Soit on est devant une moelle envahie par les cellules tumorales, dans le cadre des leucémies par exemple, des lymphomes, des neuroblastomes. Ça donne des thrombopénies par atteinte centrale par les cellules tumorales. Soit on a une moelle qui est atteinte et ça se révèle par une hypoplasie ou une aplasie médulaire. Et là, certaines pathologies s'expliquent comme l'anémie de Fanconi qui est une origine génétique et d'autres maladies génétiques rares qui peuvent se manifester par une thrombopénie. Une origine infectieuse peut expliquer cette thrombopénie, par exemple l'atteinte par l'herpès ou par le parvovirus B19 qui est un virus très mal connu, mais qui se manifeste par des tableaux qui peuvent ressembler à des tableaux de leucémie, par exemple, par des arthrites foudroyantes, et donc se manifester aussi par une thrombopénie centrale. Certains syndromes prétumoraux, dits myélodysplasie, et ça on le voit par la moelle osseuse. L'origine idiopathique ou auto-immune est un diagnostic d'élimination. Quand on n'a rien trouvé au niveau de la moelle osseuse, on dit que c'est une origine idiopathique. En cas d'autres anomalies de l'hémostase, on a cette thrombopénie. Elle peut être présente dans la maladie de Willebrand ou dans les thrombopathies congénitales. On va voir la maladie de Willebrand, c'est quoi? La maladie de Willebrand, c'est un défaut génétique de concentration, de structure ou de fonction du facteur appelé von Willebrand. Ce facteur de von Willebrand, c'est un facteur qui permet l'adhésion des plaquettes aux vaisseaux lésés, blessés. Et il transporte le facteur 8. Il est connu pour transporter le facteur 8. Le diagnostic de la maladie de Willebrand, il repose sur l'association de signes hémorragiques tels que l'épistaxis, des ecchymoses, des ménorrhagies chez la fille, des saignements prolongés par une blessure suite à une blessure cutanée minime. Il est souvent confondu, d'ailleurs cette maladie est souvent confondue avec l'hémophilie A. Elle se manifeste par l'existence d'antécédents familiaux de cette maladie et là, quand on dose le taux du facteur de Willebrand, on le trouve diminué. C'est comme ça que le diagnostic est posé. Les thrombopathies congénitales, c'est une entité qui est quand même rare. Le taux de plaquettes, il peut être normal chez ces enfants-là ou il peut être diminué. Quand on suspecte cette maladie, on va chercher des antécédents familiaux de thrombopathie, des anomalies morphologiques plaquettaires et une perturbation de l'hémostase primaire. Cette thrombopathie peut être associée à une thrombopénie avec des signes extra-hématologiques. Par exemple, dans le cadre du syndrome de Wiskott-Aldrich, on va trouver une thrombopénie, un eczéma et un déficit immunitaire. Et un purpura, bien entendu, dû à la thrombopénie. Des troubles de l'adhérence et de l'agrégation plaquettaire aussi sont évoqués dans ces pathologies. C'est le cas du syndrome de Bernard-Soulier et de la thrombasthénie de Glanzmann. Nous avons vu les différentes étiologies du purpura de l'enfant, qu'elles soient de cause infectieuse ou hématologique, ou génétique, ou autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire devant ces purpuras? La première chose,
c'est de vous poser la question, je le répète, de vous poser la question, est-ce que c'est un purpura fébrile ou pas? Si c'est un purpura fébrile, on doit faire un examen de première intention, une numération de formule sanguine, une CRP, une hémoculture, avec plus ou moins une ponction lombaire selon l'état de l'enfant. En l'absence de contexte infectieux, l'interrogatoire et l'examen clinique sont très très importants. C'est cela qui va nous aider à nous orienter vers une étiologie bien précise. Cette orientation diagnostique va être aidée par un bilan sanguin qui va conforter le diagnostic, bien entendu. Les examens indispensables en cas de purpura, ce sont en fin de compte la numération de formule sanguine, les plaquettes et les réticulocytes, et aussi le frottis de sang périphérique. Il va beaucoup aider dans une première approche du purpura. Les examens de première intention, en dehors de l'aspect hémostase, il y a la CRP, le groupage Rhésus bien sûr, fibrinogène et TP-TCA à la recherche d'une coagulation intravasculaire disséminée, le bilan rénal par la créatinémie, la recherche d'hématurie et de la protéinurie par la bandelette urinaire, le test de Coombs en cas d'anémie hémolytique, la recherche de schizocytes positive et la présence d'hypertension artérielle vont nous orienter vers le syndrome urémique et hémolytique, et donc on doit faire un test de Coombs. L'imagerie cérébrale, le scanner ou l'IRM, on va rechercher avec ça des hémorragies non extériorisées devant des symptômes cliniques, le fond d'œil en cas de céphalée avec ou sans signes neurologiques, et l'imagerie abdominale quand il y a un syndrome abdominal type vomissement, subocclusion, méléna, ménométrorragie ou la notion de traumatisme. Après les examens de première intention, viennent les examens de seconde intention. Selon le contexte, ces examens sont là pour affiner la recherche étiologique. Par exemple, pour le bilan d'hémostase primaire, on fait des tests analytiques tels que l'étude de l'agrégation plaquettaire, le dosage du facteur de Vipante selon la recherche diagnostique qu'on veut. On doit aussi, pour le bilan d'hémostase primaire, faire un test d'occlusion plutôt que le temps de saignement. Il est plus valable dans la recherche des thrombopathies et donc des troubles du bilan d'hémostase primaire. On recherchera des virus, on lancera des sérologies telles que la sérologie au cytomégalovirus, à l'EBV et au VIH. On recherchera aussi s'il y a notion de séjour récent à l'étranger, en particulier dans des pays africains, on recherchera le diagnostic de paludisme sur une goutte épaisse. Le myélogramme, il est très important dans le contexte de la thrombopénie car on va chercher des anomalies de la moelle osseuse par rapport aux tumeurs, aux leucémies, aux différents cancers et aussi des anomalies des autres lignées. Est-ce qu'il y a une hypoplasie médulaire ou est-ce qu'il y a une aplasie médulaire? Ceci va nous aider dans l'orientation vers des maladies d'atteinte centrale de la moelle osseuse. Le bilan inflammatoire ainsi que le bilan immunitaire, tel que la recherche de facteurs antinucléaires, les FAN, et les anticorps anti-DNA, vont nous aider dans le diagnostic de lupus érythémateux disséminé, par exemple, qui peut se manifester avec un purpura chez l'enfant. Le dosage pandéral des immunoglobulines, dans cette étape, on va chercher des déficits immunitaires qui peuvent se manifester avec un purpura.
Donc, en fait, ces examens de seconde intention, il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Ils sont faits selon la recherche étiologique qu'on veut avoir. Enfin, en conclusion, l'évaluation d'un enfant qui présente un purpura va orienter la prise en charge. Le diagnostic repose sur les étapes qu'on a vues, sur l'interrogatoire et l'examen clinique principalement. Les examens complémentaires, simples au début et puis spécialisés par la suite, vont compléter la démarche diagnostique. Il faut en priorité éliminer un purpura fulminans. Attention, purpura fébrile, attention au purpura fulminans. Et hors contexte de fièvre, il y a des diagnostics qu'on peut avoir, auxquels on doit penser. Par exemple, le purpura rhumatoïde, le purpura thrombopénique immunologique, qui sont des maladies qui sont plus ou moins fréquentes chez l'enfant, sont à évoquer et chercher d'autres diagnostics selon notre orientation étiologique. Voici quelques références que vous pouvez utiliser pour votre recherche en ce qui concerne le purpura de l'enfant que j'ai utilisé dans mon cours. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage et j'attends vos questions si vous avez des interrogations en ce qui concerne le purpura de l'enfant.